c'est Nadine qui va se charger d'animer cette table ronde. Finalement, ça fait, si on regarde ça avec un petit peu d'imagination, on a l'impression que c'est un cercle. Je remercie donc à nouveau nos partenaires et plus précisément Valérie Calmels de la Caisse d'allocation familiale qui représente la Caisse d'allocation familiale, Nathalie Leroy, le docteur Normandin qui est là-bas et que je remercie tout à l'heure, qui est là, donc qui sont des médecins de la protection maternelle et infantile, la PMI. Bien sûr, Madame Leloup qui va, je dirais, nous entendre sur cette bienveillance, compléter, enrichir tout ça. Et puis Isabelle Racoffier, présidente nationale de l'AGM, un partenaire également précieux et de choix. Donc, je donne le micro. Et puis, qui est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié quelqu'un ? Oui, Pascal Palil, une maternelle du département. C'était juste pour préciser que tu faisais aussi partie des intervenants éventuellement. Voilà. Donc, on avait envisagé un format dans lequel chacun va peut-être dire quelques mots sur cette idée de bienveillance pour commencer. Et puis ensuite, on pourra se permettre des échanges. Ils vont se présenter, bien sûr, mais ensuite, on pourra avoir donc des échanges avec vous qui êtes restés nous accompagner jusqu'au bout. Donc, Madame Calmels, peut-être pour la CAF, pour commencer, si vous le voulez bien. Je voulais simplement vous demander, donc, vous allez vous présenter, bien entendu, et puis peut-être nous dire un peu ce que représente chez vous, dans votre institution, cette idée de bienveillance à l'école, ou de bienveillance dans la toute petite enfance. Bonsoir, donc moi je m'appelle Valérie Calmels, je suis coordinatrice du pôle de services aux familles à la Caisse d'allocation familiale. En fait, la Caisse d'allocation familiale, a une convention d'objectifs avec l'État qui définit un certain nombre de priorités autour de 4 missions, dont 2 qui nous concernent plus particulièrement ici, qui est soutenir les parents et renforcer le lien enfant-parent, et concilier la vie familiale, sociale et professionnelle. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis coordinatrice à la CAF. Alors l'école bienveillante, pour nous, on pourrait repartir très très rapidement sur les politiques familiales portées par la Caisse d'allocation familiale, dont l'objectif, on va dire global, est bien d'accompagner les familles autour de l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est faire en sorte que chaque membre de la famille puisse à la fois trouver sa place et accompagner l'enfant à grandir. Alors, pour ce faire, notre convention d'objectifs et de gestion, qui définit donc les priorités jusqu'en 2017, réinsiste sur à la fois avoir une approche globale, universaliste, et en même temps spécifique, c'est-à-dire s'adresser à tous et en même temps s'adresser aussi à ceux qui sont le plus en difficulté. Donc on a un petit peu 2 niveaux de politique. Alors par rapport à pour pouvoir tenir ces engagements et pouvoir travailler de façon globale, la CAF est très engagée dans un travail partenarial au niveau départemental comme sur les territoires. Et donc si on en revient peut-être plus autour de l'école, eh bien, nous sommes acteurs, signataires et très actifs dans plusieurs schémas, dont le schéma d'accueil du jeune enfant, le schéma départemental d'accueil du jeune enfant, qui porte une partie de ces politiques. Donc, pour définir un petit peu la façon dont la CAF entend intervenir sur ces questions-là et peut agir sur ces questions-là, alors le plus souvent de façon partenariale, je le redis, autour de la petite enfance, c'est tout le travail qui se fait dans le cadre du schéma, en ayant une attention particulière sur les plus petits, à travers le travail qui s'est fait sur l'accueil, sur l'amélioration de l'accueil dans le cadre des temps périscolaires,
à travers une fiche technique qui a été réalisée, à travers des formations de sensibilisation qui sont mises en place là, sur 2015 et 2016. Mais ça, je le redis, ça se fait bien sûr en partenariat. La CAF a aussi accompagné sur les temps périscolaires par du soutien financier, par des accompagnements divers, la réforme des rythmes scolaires, évidemment. Et puis, je citerai 2 autres éléments complémentaires dans nos politiques qui sont le soutien à la parentalité, c'est-à-dire que parler de bienveillance, c'est parler de bienveillance avec l'ensemble de la famille, avoir une bienveillance et un accompagnement nécessaire quand c'est le cas avec les parents, de façon à apporter encore plus de sérénité à l'enfant. Donc je ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir. Et le dernier élément qui est un peu plus spécifique, mais qui est une des priorités de la CAF dans cette COGE, en route là, c'est d'avoir plus qu'une attention, de développer un certain nombre d'actions pour accompagner les enfants porteurs de handicap. Donc aider les familles et aussi favoriser leur intégration dans le milieu ordinaire. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, de notre point de vue, peuvent contribuer à l'effort global et partenarial autour de cette bienveillance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous êtes mieux à même que moi d'en parler, mais il me semble que sur les politiques familiales de la CAF, voilà ce qu'on pourrait peut-être en dire. Vous voulez bien passer le micro, donc, Mme Leroy, à qui on va demander peut-être le même exercice, du coup, pour la PMI, peut-être de vous présenter et puis de nous dire aussi ce qu'il en est chez vous, dans vos services, donc du conseil départemental, mais plus spécifiquement de la PMI. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette bienveillance ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Leroy, je suis médecin de PMI. Donc je suis très contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous autour de ce sujet, de l'intérêt de l'enfant qui nous concerne tous. Voilà. Et spécifiquement, la PMI, le service de PMI intervient auprès du jeune enfant, donc de 0 à 6 ans. Donc les équipes de PMI sont amenées à rencontrer des enfants dès leur plus jeune âge et leurs familles, à travers des consultations, des accompagnements de puéricultrices auprès des familles. Et puis après, dans les différents modes de garde, à la fois dans le soutien aux assistantes maternelles, dans la recherche du mode de garde pour les parents, et puis après sur ce qui nous amène au temps de l'école, où les services de PMI interviennent dans différents domaines, c'est-à-dire non seulement dans l'accompagnement des familles sur l'entrée à l'école, pour les familles que l'on connaît déjà ou qui nous sollicitent, l'accompagnement des équipes de l'école, des équipes d'enseignants à leur demande pour des questionnements particuliers et pour les accompagner auprès des parents et pour rencontrer les parents et les familles. Et puis nous intervenons aussi dans les différents modes d'accueil de l'enfant qui tournent autour du temps scolaire, donc accueil périscolaire, maintenant les TAP, donc où nous avons une mission d'évaluation et d'avis auprès de ces temps d'accueil afin de garantir non seulement une sécurité, c'est sûr, matérielle et technique, mais plus particulièrement une sécurité affective et permettre d'évaluer les besoins spécifiques liés à l'âge de l'enfant et de réfléchir avec les différents intervenants aux possibilités afin de maintenir un lien de continuité entre les différents temps d'accueil et à la fois de faire attention au rythme de l'enfant sur ces différents temps. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez si vous attendiez de moi sur la bienveillance un petit mot ou on en discutera après. Allez-y, si vous prenez 2-3 minutes. Parce que je sais pas ce qui a été dit dans la première partie de journée. Mais Madame Leloup va, je pense, vous écoute attentivement là. Oui. et on lui laissera peut-être la parole en dernier, comme ça elle pourra reboucler avec ce qu'elle nous a un peu décliné déjà en première partie de journée. Donc sur la notion de bienveillance qui est le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si on en a donné une définition en début de journée. Voilà, pour ma part, voilà ce que je voulais en dire. C'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Donc c'est une disposition affective d'une volonté qui vise le bien-être et le bonheur d'autrui. Donc là, on est tous d'accord sur le fait que cela consiste à porter un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'il se sente bien, cet enfant.
Mais là, je voudrais que cette notion de bienveillance nous amène sur la notion de bientraitance, qui est là une manière d'être, d'agir, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins, respectueuse de ses choix et de ses refus. Cette posture nécessite un processus de questionnement permanent, c'est un processus dynamique, et c'est une posture qui n'est jamais acquise. Et c'est là que je pense qu'il y a un travail partenarial entre les différents intervenants autour de l'enfant dans son temps scolaire, périscolaire et bien entendu familial. Voilà, donc après on pourra peut-être... Merci de nous exprimer ce point de vue tout à fait dans votre culture professionnelle. Et c'était bien le but du jeu, de pouvoir justement échanger entre les différentes cultures. Peut-être on va passer à Madame Racoffier le micro, s'il vous plaît, et pour qu'elle nous dise un peu par rapport à son point de vue de la présidence de l'AGEM nationale. Donc, comment est-ce que l'AGEM a développé ce thème de la bienveillance et qu'est-ce qu'elle envisage comme travaux autour de ce thème de la bienveillance, là, actuellement, dans un avenir proche? Je précise que c'est l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques, parce que peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas cette association. Donc c'est une association de professionnels qui étudie toute question pédagogique sans dogme pédagogique. C'est-à-dire que nous, le but de notre association, c'est de faire connaître les recherches en cours, de mettre en place aussi des recherches sur le terrain, c'est-à-dire d'essayer de voir à partir d'une problématique que nous définissons notamment chaque année à travers un congrès. Donc cette année, je vous l'ai dit, c'est autour de l'estime de soi, donc ça rejoint bien sûr la thématique de la bienveillance, puisqu'il n'y a pas de bienveillance si on n'arrive pas à construire de l'estime de soi. Mais aussi, on a d'autres actions, parce que ces actions sont déclinées, je ne vais pas vous expliquer toute la structure, mais il y a bien sûr ce niveau national. Et après, au niveau local, par exemple, Corinne Grézé est la déléguée départementale de section. Donc là, elle organise des actions. Celle-ci participe à cette action, et puis d'autres personnes. Avec une équipe nombreuse. Avec une grande équipe, il y a bien sûr. beaucoup de représentants. C'est jamais ici. une personne, c'est comme moi, je représente l'association, mais nous sommes un peu plus de 3000 maintenant. Bien sûr, je ne ferai pas tout ça toute seule. On produit aussi donc il y a des formations au niveau départemental, au niveau régional, ce qu'on appelle maintenant les journées académiques de formation, et le congrès national qui a lieu les premiers jours de juillet. Donc là, c'est du 3 au 5 juillet à Dijon. Mais vous pouvez aller sur le site AGEM, vous avez des petits dépliants. Et donc nous créons aussi un certain nombre d'ouvrages. Donc là, dans ceux qui peuvent aller dans le sens de la bienveillance et de l'information, notamment auprès des parents, nous sommes en train là, de finaliser le prochain guide à l'usage des parents, puisque en 2008, je le rappelle, pour la communication avec les parents, le guide à l'usage des parents n'existait pas. Il y avait eu celui qui avait été mis en place pour l'école élémentaire, mais pas celui pour l'école maternelle. Et à l'époque, c'était une époque un peu lointaine où on nous avait un petit peu maltraités en tant qu'enseignante de maternelle, donc on avait décidé d'écrire ce guide. Et donc à l'époque, c'était M. Darcos qui l'avait repris in extenso par le ministère, donc il a été donné après au niveau des écoles, mais c'était une production de l'AGEM. C'est pour dire qu'on a des modalités de défense de l'école maternelle, ça fait partie aussi de nos buts associatifs. Donc, on a donc ce guide à l'usage des parents qui ont des enfants à l'école de maternelle. On a aussi donné notre position sur les rythmes scolaires, puisque on a écrit un texte sur la cohérence éducative qu'on peut retrouver sur notre site, qui va un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de bienveillance si à l'école, par exemple, on va se dire, on fait très attention, et que passer le temps du repas ou le temps du périscolaire, on entend où il y a d'autres actions, d'autres comportements qui sont mis en place, et y compris à l'école. Je veux dire, c'est tout le monde qui doit se poser la question, comment je peux rassurer un enfant, comment je peux l'amener plus loin, comment il peut avoir confiance en lui, parce que la bienveillance, c'est aussi
avoir ça en tête. Et puis là, je vous l'annonce parce que on en a parlé depuis un an. On a écrit aussi un petit livret, c'est autour de la laïcité à l'école maternelle. Pourquoi, comment, on reprend des textes sur la laïcité, mais aussi sur le comment, c'est-à-dire on propose des situations pédagogiques, bien sûr. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé toutes les situations pédagogiques, mais souvent pour l'école maternelle, on a bien sûr toutes les grandes idées qui sont défendues par l'éducation nationale et tout, mais après le comment on met en place tout ça. Et dans le rapport notamment de la laïcité, il y a beaucoup de choses aussi qui vont vers la bienveillance, de la considération de l'enfant dans sa différence, et comment on va le mettre en jeu à l'école maternelle. Donc ça, ce sont nos prochaines parutions. Et donc, d'ici 15 jours, ça va être édité. Voilà. Merci. Donc, peut-être Madame Pally pourrait maintenant nous témoigner, nous porter témoignage peut-être de ce qu'elle voit dans les écoles maternelles du département et qui travaillent autour de la bienveillance. Oui, alors, moi, ce que j'ai envie de dire déjà, il y a deux axes. Il y a à la fois les enseignants que je vois en formation, puis il y a les enseignants que je vois lors d'inspection. Et c'est vrai que lors d'inspection, on a des contacts assez proches au moment de l'entretien. Et c'est vrai que je dirais que de façon générale, aussi bien dans mes inspections que dans mes formations, je rencontre des enseignants qui sont qui adhèrent totalement à cette idée de bienveillance, vraiment. Après, je vous rejoins Isabelle sur l'idée de comment faire. On a eu des pistes aujourd'hui. On a eu des pistes et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir que cette bienveillance, elle n'est pas seulement dans l'acte pédagogique, elle est dans tout ce qui l'environne. C'était le propos, en tout cas c'était un des propos de Madame Leloup, dans les textes, etc. Alors, donc des enseignants qui adhèrent vraiment à cette idée de bienveillance, parce qu'effectivement ils adhèrent à ces nouveaux programmes, justement parce que ils sont bienveillants vers l'enfant. En tout cas, ils le disent. Ils disent qu'il faut être bienveillant. Je vois dans les classes un retour du jeu. Il n'est plus là, André, mais c'est vraiment un retour du jeu, avec aussi des interrogations. J'ai l'impression que de nombreux d'enseignants se sentent rassurés en se disant finalement je peux les laisser jouer, ou alors je suis bien content parce que moi j'avais l'impression que j'avais pas tellement envie de les laisser, j'avais pas tellement le droit de les laisser jouer, et maintenant j'ai des programmes qui m'autorisent à. J'ai ce genre de remarques. Mais après, le jeu oui, mais comment je fais avec tout ça? Et je reboucle avec ce que disait André Tricot tout à l'heure. Comment je fais pour passer de ce jeu où finalement l'enfant va développer des apprentissages adaptatifs ou incidents, pour passer à des apprentissages de type secondaire, effectivement. Bon, il y a des interrogations, mais je vois le jeu réapparaître et je vois surtout les coins-jeux renaître, parce que je vois des coins-jeux qui redeviennent des coins-jeux intéressants, avec du matériel intéressant, où les jeux s'interrogent. Le jeu, besoin de l'enfant, à retrouver toute sa place à l'école maternelle. En tout cas, dans ce que je vois, je ressens ça. Alors évidemment, c'est inégal d'une classe à l'autre, mais il y a quand même ce courant-là. L'évaluation positive, cette idée de repérer le progrès plutôt que le manque, sortir de cette culture-là, elle n'est pas simple pour des enseignants qui sont peut-être aussi parents, mais ils sont parents d'enfants d'enseignants. Vous voyez ce que je veux dire? Les enseignants sont toujours dans un rôle, ils vivent un peu. Alors j'en fais partie, donc ne m'en veuillez pas, mais je dis parfois, nous sommes un peu dans une bulle, les enseignants, si vous voyez ce que je veux dire. On est un petit peu dans une bulle et c'est tout l'intérêt de travailler avec nos partenaires et tout l'intérêt de leur présence ici. On est un petit peu dans une bulle et donc on a énormément de choses à faire. Et il y a effectivement notre boulot d'enseignant, et puis il y a tout ce travail à côté sur la parentalité. Si vous regardez les textes qui nous concernent, on a aussi des actions, des missions, des actions à mettre en œuvre, des missions en ce qui concerne la parentalité.
Et parfois, c'est difficile. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui se font. Il y a des choses excellentes qui se font, puis dans d'autres écoles, c'est difficile et on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et c'est là aussi que j'ai envie de dire, on n'est pas tout seul, réellement. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et on a des gens qui ont des connaissances en termes d'expérience aussi, et qui peuvent aussi nous aider, qui peuvent être consultés. J'ai envie de lancer ce message-là. On n'est pas tout seul. Les enseignants ne sont pas seuls. Il est nécessaire de partager les expériences et je dirais aussi de prendre de l'information, de prendre de la connaissance auprès d'acteurs qui, eux, travaillent avec les parents pratiquement tout le temps. Voilà. Quand je dis on est un peu dans notre bulle, on n'a parfois pas conscience, et c'est aussi, je crois, c'est important d'être conscient de ça, on n'a parfois pas conscience des milieux de vie dans lesquels vivent nos élèves. Avec la meilleure volonté du monde. Je ne suis pas en train de faire le procès. Moi, je dis encore, je suis une enseignante. Et voilà. J'ai rencontré une fois une enseignante que je trouvais absolument exceptionnelle. Et puis, je découvre qu'elle est jeune dans le métier en voyant son échelon. Et je lui dis, mais vous pouvez me parler de votre parcours professionnel? Et elle me dit, moi, j'étais conseillère en économie sociale et familiale. Enfin, elle allait dans les familles. Elle me dit, c'est ça. Elle allait dans les familles, aider les familles. Vous voyez, je connais très mal ce métier, mais elle allait, elle aidait les familles. Et elle me dit, ça m'a permis de me rendre compte du fossé, voire du précipice qui existait entre deux représentations. Les représentations qu'avaient les parents de l'école et des attentes de l'école, du rôle, des attentes, du sens de l'école. Et les représentations qu'avaient les enseignants de ce que vivaient les enfants dans la famille. Elle me disait, les enseignants n'imaginent pas que pour certains enfants, on dort sur un tapis au sol, par exemple, avec une simple couverture. J'étais à Besançon, pour ne rien vous cacher, à l'époque, les réseaux Ambition Réussite, les rares. Et effectivement, il y avait une grande paupérisation, et c'est vrai. Et pourtant, je vous assure qu'on était dans des secteurs où les enseignants faisaient un boulot extraordinaire parce que, justement, ils étaient confrontés à des populations qui n'étaient pas les populations qui leur ressemblaient. Avec les populations qui nous ressemblent, c'est toujours facile. C'est toujours facile. Ils sont comme nous. C'est facile. Mais être bienveillant, je crois, c'est aussi s'ouvrir, ouvrir son cadre de référence pour aller vers d'autres références, sans jugement. C'est toujours l'idée de l'accueil, c'est accueillir les gens sans jugement, ils sont comme ils sont. Nous sommes enseignants, c'est à nous de nous ouvrir. C'est à nous de nous ouvrir, je crois. De nous ouvrir à eux. C'est parce qu'on va ouvrir notre porte, notre cadre de référence que les gens vont entrer. Il me semble, je développe beaucoup cet aspect-là, parce qu'il me semble que c'est là que on serait les enseignants le plus fragiles, parce qu'effectivement, on fait des tas d'autres choses, mais parce qu'aussi notre institution a une histoire dans laquelle le parent est rentré progressivement, mais il est rentré parce qu'il voulait y rentrer. Les conseils d'école, c'est grâce aux parents. Sinon, il n'y en aurait pas. Et quand les premiers conseils d'école se sont mis en œuvre, les enseignants n'étaient pas très, 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 très contents de les voir rentrer dans notre univers. Non, mais c'est vrai. Et là, on va vers quelque chose qui s'ouvre, et c'est nécessaire. Alors, bien sûr que les choses ont évolué depuis les premiers conseils d'école dans les années 75, je crois, quelque chose comme ça. Les choses ont vraiment évolué. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas aussi facile que de faire revenir le jeu dans les classes. Et je le dis de façon très simple, je fais le procès de personne, je dis simplement que c'est peut-être plus difficile pour nous, qu'on a moins de connaissances, qu'il y a des choses, on essaye de faire des choses, mais c'est moins développé que ça pourrait l'être. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à partager avec nos partenaires qui peuvent en tout cas nous aider, je crois, en tout cas. Voilà. On a bien dit que les enseignants étaient bavards. Vous avez remarqué.
Donc, est-ce que Madame Leloup, vous voudriez bien prendre quelques minutes pour nous préciser, peut-être après ce que vous avez développé en début d'après-midi et après ce que vous venez d'entendre de la part des différentes personnes. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je voudrais rebondir sur plusieurs choses. Je vais reprendre d'abord ce que disait Madame Pally, qui dit finalement, moi je vais dans les écoles, forcément, par rapport à ma fonction, et j'observe que, par exemple, il y a un retour du jeu, des coins-jeux qui renaissent, avec du matériel intéressant. Voilà, je reprends les propos que vous avez tenus. Je crois qu'il faut quand on dit ça, on a donc désormais un nouveau programme qui effectivement affirme dans ses principes la place du jeu, et peut-être il faut revenir du coup aux enjeux de la refondation de notre école maternelle. Parce que finalement, nous avions une école maternelle, et là je vous renvoie au rapport de l'inspection générale de 2011, si j'ai bonne mémoire, sur l'école maternelle, qui fait vraiment un panorama très, très complet, non seulement des problématiques, mais aussi des pratiques dans les classes. Et ce que l'on avait observé quand même, c'était à l'école maternelle, une disparition progressive de tout ce qui était manipulation, de tout ce qui était expérience, avec une implantation très importante du travail sur fiche. Alors, je ne veux pas le dire dans une forme de procès des enseignants, parce que ça n'aurait aucun sens. Et puis, surtout, moi, j'ai un peu la conviction que l'institution est quelque part porteuse de ses propres dérives. Si vous voulez, il n'y a pas de bon et de mauvais dans l'affaire, on est tous dans le même bateau, et voilà. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que on a eu une exigence de résultats. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, mais en tout cas de soucis pour les enseignants, de visibilité des résultats. Et rendre visible, c'est pas extrêmement facile, somme toute. Et c'est tout le questionnement aujourd'hui autour de l'évaluation positive et de ce qu'on va justement donner à voir et transmettre aux familles. Et c'est vrai que finalement, transmettre des fiches, vous voyez, il y a une trace, il y a quelque chose de montrable. Le truc, c'est que quand ça tient lieu, si vous voulez, d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est sur fiche et on ne sait plus si on est dans une activité finalement d'apprentissage, dans une activité d'évaluation. On a eu une évaluation qui est devenue extrêmement dévorante, entre guillemets, qui a pris toute la place, et quand même, tout cela s'est fait quand même au détriment des élèves qui étaient le plus éloignés de l'école et qui avaient notamment à construire des compétences à côté desquelles l'école est passée à un moment. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et que donc, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose, évidemment. Et que, de mon point de vue, on a mis de côté, par exemple, toutes les compétences langagières qui sont vraiment une priorité absolue de l'école maternelle, mais qui ne sont pas faciles à attraper et qui ne sont pas faciles à rendre visibles. Donc ça, je crois que c'est une première chose. L'enjeu de la refondation, c'est quand même ça. C'est de se dire, oui, notre école maternelle est une école, bien sûr, mais attention, pas d'apprentissage prématuré, finalement, qui vont déjà mettre en échec certains enfants. Voilà. L'école maternelle, c'est l'école de la réussite et c'est l'école qui prépare à. Donc ça, je crois que c'est une chose. Je voulais dire ensuite une deuxième chose, c'est par rapport à toute cette histoire de bienveillance. Quand on reprend l'article, il me semble que c'est l'article 44 de la loi, en fait, il repose l'identité de l'école maternelle. Et il dit l'école maternelle, elle vise le développement global de l'enfant. Et dans le développement global, il y a le développement sensoriel, il y a le développement moteur,
il y a le développement sensible, il y a le développement cognitif, et il y a aussi tout ce qui touche à l'affectif. Et cette histoire d'affectif, elle a fait débat, parce qu'on s'est interrogé. On s'est dit, mais finalement, l'affectif, est-ce que c'est bien le boulot de l'école? Oui, mais l'enfant, lui, s'il est global, on va quand même pas le couper en morceaux, vous voyez. Puis on va pas lui dire, écoute, mon petit coco, ma petite cocotte, ton affectif, là, tu vas le laisser à la porte, parce que maintenant, tu es à l'école, et ici, voilà, on n'est pas là pour rigoler, vous voyez. Donc, prise en compte du développement global, et là, la bienveillance est convoquée. Et dans ce que vous avez dit, Madame Leroy, moi j'ai retenu vraiment disposition favorable à l'égard de quelqu'un, regard aimant, compréhensif, le lien entre bienveillance et bientraitance. Simplement, je pense que comme l'école, c'est un collectif, il y a bien sûr la vigilance absolument nécessaire envers chacun des enfants, mais ça touche aussi la bienveillance à la conception même et à l'organisation de la classe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour moi, une école bienveillante, c'était une école qui veillait bien aux conditions d'apprentissage des enfants et à la manière dont ils apprenaient à vivre ensemble parce qu'ils apprenaient ensemble, justement. Voilà. Et alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec toute la modification de notre, finalement, de notre environnement, je pense par exemple à la nouvelle organisation du temps scolaire, forcément, c'est quelque chose qui nous interroge. Parce qu'on a des enfants qui vivent à l'école un temps souvent très long, oui, plus long que les parents au travail parfois, avec des acteurs qui sont des acteurs différents, donc qui ont des objectifs différents, ça c'est normal, parce qu'ils sont portés par des institutions différentes. Et donc du coup, la question, c'est vrai, c'est comment est-ce que les enfants, et notamment les petits-enfants de l'école maternelle, se repèrent là-dedans. Là, je crois qu'il y a un véritable enjeu. Moi, je crois que du coup, le travail en partenariat, il est, pour nous maintenant, c'est une ardente obligation d'une certaine manière. Et ça fait partie de nos attendus professionnels. C'est pas si on le veut bien par surcroît d'état d'âme ou de cerise sur le gâteau quelque part. On y a nous l'école un intérêt, mais nos partenaires aussi bien sûr y ont un intérêt parce que on peut faire le postulat quand même que c'est de la cohérence de nos interventions aux uns et aux autres que va être faite aussi la réussite de l'enfant. Parce que l'enfant, finalement, il apprend dans des temps différents. Il y a le temps de l'école, il y a les temps périscolaires, il y a le temps de la famille, bien évidemment. Et puis il apprend avec des acteurs différents, avec des enseignants, avec aujourd'hui des intervenants divers et variés, mais aussi avec sa famille. Et c'est toute cette articulation-là qui est à penser et qui fait que finalement, nos métiers, aux uns et aux autres, se sont considérablement complexifiés parce qu'on ne peut plus... Enfin, c'est une chance, parce que comme vous le disiez, on n'est pas tout seul. Donc, c'est vrai que c'est une chance, mais en même temps, c'est un défi, parce qu'il faut articuler des logiques différentes. Et puis peut-être il faut être capable aussi de se mettre à la place de l'autre et d'entrer dans sa logique à un moment. Voilà. Et tout ça, ça ne va pas de soi et ça s'apprend. Alors nous avons la chance d'avoir effectivement 5 partenaires, mais de bien sentir toute la complémentarité de vos propos. Mais maintenant, je vais inviter la salle à éventuellement intervenir, interagir avec vous. Monsieur Sauvager. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir votre éclairage sur 2 questions. La première, la place des TPS, des tout-petits, des 2 ans, dans la nouvelle école maternelle. Est-ce que la spécificité des TPS demeure telle qu'elle existait avant ?
Est-ce qu'elle est à inscrire dans ce continuum du cycle 1? Et ma deuxième question, au regard effectivement des orientations, évaluation positive, bienveillance, l'articulation grande section CP. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un parcours de scolarité obligatoire qui est articulé entre le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4, du CP jusqu'à la fin du collège, dans le cadre de la scolarité obligatoire. Quel regard vous avez maintenant sur cette nouvelle dynamique, peut-être à recréer ou à relancer ou à redynamiser entre le cycle 1 et le cycle 2, entre la grande section et le CP? Alors, si je comprends bien, il y a une question qui s'adresse vraiment à Madame Leloup, mais peut-être que la question des toutes petites sections pourrait s'adresser alors un petit peu à plusieurs personnes, à Madame Calmels, à Madame Leroy, à Madame Leloup. Peut-être que chacune peut donner aussi son point de vue sur la place du tout petit dans cette école maternelle, parce qu'on se l'est quand même beaucoup posé au moment de la sortie de la circulaire sur la nouvelle scolarisation, accueil et scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Nouvelle modalité. Ça n'est évidemment pas une nouvelle scolarisation, mais c'est une nouvelle forme qui a été développée dans cette circulaire. Donc ça a beaucoup questionné notamment nos partenaires au moment de cette relance, entre guillemets. Alors peut-être Mme Calmels pourrait commencer, ou Mme Leroy, et puis Mme Leloup. Non ? Comme vous voulez, allez-y. Organisez-vous entre vous. Bon, d'abord sur l'appellation même de TPS. Vous aurez remarqué que le programme ne parle pas de TPS. Le programme dit que l'école maternelle est désormais organisée donc en un cycle, voilà, le cycle 1, petite section, moyenne section, grande section. Alors on dit TPS, moi je pense par commodité de langage, d'une certaine façon, voilà, c'est la population des moins de 3 ans. Mais en fait, je pense que finalement, quand on regarde notre école maternelle, il y a un peu les 2-4 ans et puis les 4-6 ans. D'ailleurs, le programme, à un moment, notamment dans tout ce qui est mobilisé de langage dans toutes ses dimensions, spécifie bien qu'à 4 ans, il y a une forme en fait de rupture qui est liée au développement de l'enfant, qui fait qu'il est capable de se mettre à la place de l'autre, il est capable de pouvoir commencer à développer de l'humour, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, un niveau de langage qui, à ce moment-là, va se développer. Moi, ce qu'il me semble, c'est que cette scolarisation des moins de 3 ans, avec la circulaire de 2012, je trouve qu'il y a un accent qui est quand même mis très fortement sur les conditions quand même d'un accueil de qualité. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand ça s'est mis en place, j'étais IA. Et j'avais réuni par secteur les directeurs d'école de mon département. Et les questions des collègues directrices de maternelle, c'était « ouais, mais quand même, l'accueil échelonné jusqu'à quand ? Ouais, mais alors les gamins qui ont encore des couches, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Non, mais c'est vrai, il y avait toutes ces questions-là qui étaient quand même des questions pratiques et légitimes. Donc, moi, je crois vraiment qu'on a un texte qui a remis l'accent sur quand même la spécificité de ces très jeunes. Le fait que, je ne sais pas comment c'est ici, donc je vais être prudente, mais généralement dans les départements, il y a quand même des normes d'encadrement qui ont été données de manière spécifique. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas de classe de moins de 3 ans à 30, mais voilà. Non, mais c'est vrai, voilà. En Gironde, maximum 18. Même en Gironde. Maximum 18 dans les dispositifs. En plus, ce sont des dispositifs, alors je ne sais pas non plus comment c'est ici, mais il y a des territoires où systématiquement, quand il y a un dispositif, il y a justement un partenariat. Alors d'abord, il y a une ATSEM qui est vraiment dédiée à cette classe-là. Si vous avez lu le rapport de l'inspection générale, on encourage plutôt des dispositifs spécifiques pour permettre de bien prendre en charge de manière spécifique cette population. Et il y a aussi des territoires où il y a des partenariats avec des éducatrices de jeunes enfants, par exemple,
qui sont présentes aussi dans le temps de la classe. Donc je crois vraiment là-dessus qu'on a une réflexion plutôt de qualité. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette réflexion de qualité, elle avait quand même bénéficié à l'ensemble de la maternelle. C'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion sur les aménagements, par exemple. Et ça, franchement, quand on fait le tour et qu'on voit les dispositifs, oui, il y a des aménagements très particuliers, avec aussi parfois des postes à profil et donc des enseignants très motivés pour s'occuper de cette population quand même particulière. Enfin, moi, je sais, je vais être honnête avec vous, quand j'étais IEN, dans ma circo, il y avait des classes de 2 ans. Non, mais j'avais tellement pitié des enseignantes, j'allais jamais les voir avant le mois de mars. Je me disais, les pauvres, c'est vrai comment elles font avec tous ces gamins tous ces bébés qui pleurent, qui arrivent avec les doudous, les tétines. Enfin, vous voyez, j'attendais que ça se décante un peu, quoi. donc voilà, je crois qu'on a posé quand même les conditions d'un accueil de qualité. Juste avant de laisser la parole à Madame Leroy, je voudrais juste faire une petite annonce de pub, si vous êtes intéressé particulièrement par les dispositifs de moins de 3 ans, Madame Pally et moi-même, qui vient de disparaître momentanément, mais on a produit une exposition qui est actuellement à l'ESPE, mais à l'ESPE de Codéran, dans l'entrée du bâtiment Kergoma, qui retrace un peu toutes les activités, les modalités d'accueil en Gironde, spécifiquement dans les dispositifs de moins de 3 ans. Voilà. Madame Leroy. Oui, concernant les toutes petites sections, je crois qu'effectivement, l'intérêt qui a été porté à cet accueil, la réflexion qui a tourné autour de cet accueil et qui a amené à se poser la question de la spécificité des besoins de chacun, alors particulièrement du tout petit de 2 à 3 ans, mais du coup, par extension, je crois que ça a été effectivement quelque chose de certainement positif pour les équipes et pour tout le monde de se questionner sur qu'est-ce que c'était un accueil spécifique d'un jeune enfant. On sait que de toute façon, l'entrée à l'école déjà se fait sur un temps, et certains n'ont pas encore 3 ans, d'autres ont 3 ans et demi. Et puis on sait que l'individualité de chacun fait que même au même âge, on n'est pas au même stade de développement, ni psychique, ni physique. Donc ça ne peut que engager une réflexion plus importante sur ce qu'on peut proposer pour l'école maternelle en généralité. Notamment sur effectivement les besoins spécifiques à chacun et les rythmes de l'enfant, bien évidemment. Quelqu'un d'autre veut réintervenir sur ces tout petits là, avant de répondre peut-être à la question des grandes sections? Madame Racoffier. Cela, ça soulève la formation à l'école maternelle et que là, il y a eu un accent qui a été mis sur cette tranche d'âge. Et je pense que ça soulève vraiment la notion de quel sens l'activité qui est proposée dans la classe, mais ça c'est pour toutes les sections, quel sens ça a profondément. Tout à l'heure, Monsieur Tricot parlait en fait de tout le développement anthropologique de l'homme. Et je pense qu'on ne se pose pas tellement ces questions-là. Pourquoi pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et je pense que la refondation et tout le programme et l'accueil des moins de 3 ans, comme je dis, qui n'est pas nouveau à l'école maternelle, puisque les dispositifs sont nouveaux, mais l'accueil des 2 ans à l'école maternelle n'est pas nouveau, puisque c'est depuis l'origine de l'école maternelle qu'on accueille des enfants de 2 ans. Et je pense que là, il y a, c'est ce qui me paraît très positif, c'est l'accent sur la formation qui a été mis, et sur le côté oser, parce que, j'ai oublié de dire, mais je travaille à mi-temps et j'ai laissé mon poste de direction pour un poste de remplaçante, et du coup j'observe aussi des situations que je n'observais pas auparavant, et je pense qu'actuellement les enseignants, pour plein de raisons, justement par l'absence de formation, etc., qu'il y a eu certaines années, n'osent pas toujours créer des situations qui vont être innovantes, nouvelles, pour se donner la liberté. Et je pense que ces formations qui ont été mises en place avec les moins de 3 ans, et puis qui continuent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions en ce moment qui sont mises en place, permettent peut-être d'ouvrir une porte pour oser.
poser la liberté. Il y a un axe peut-être qu'on n'a pas, avant de passer à autre chose, et pour continuer sur les tout petits, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais que peut-être Madame Calmels pourrait évoquer avec nous, c'est le travail qui est entamé autour de la parentalité, que vous avez commencé à évoquer, Madame Leloup, et je crois que c'est quelque chose, une notion qui apparaît, qui n'est pas nouvelle non plus, mais qui commence à être fortement développée, qui commence à entrer dans les thématiques de formation. Et je crois que de ce côté-là, la CAF a quand même un peu d'avance sur nous, sur le travail autour de la parentalité. Ou est-ce que je me trompe? Parce qu'on en parle un petit peu dans nos rencontres partenariales. Alors, de ne pas faire de façon générale, mais justement pour faire peut-être le lien sur l'importance sur les tout petits de la continuité éducative et éducative, affective, etc. C'est vrai qu'avec les rythmes, on l'a vu, les plus petits ont été les plus touchés. Et c'est très important d'avoir une continuité de formation, etc., d'attention, avec l'ensemble des professionnels, bien sûr, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'enfant a plusieurs temps, donc avec des genres de formations différentes, d'approches différentes, mais il y a aussi les parents, effectivement, qui ne mesurent pas toujours non plus ce qui se passe à l'intérieur de l'école ou de ce que vivent leurs petits dans les différents endroits. Donc il y a un travail particulier à faire, et là on revient je l'ai dit tout à l'heure, moi j'insiste beaucoup là-dessus, la bienveillance de l'école, c'est aussi la bienveillance et l'ouverture, tu as parlé d'ouverture du cadre, effectivement s'interroger sur comment prendre en compte le parent tel qu'il est, et puis engager un dialogue, voire un accompagnement suivant les choses. Donc c'est vrai que la CAF a une politique de soutien à la parentalité, qui a été réaffirmée et renforcée depuis 2013, avec des fonds supplémentaires, puisque la CAF finance un certain nombre d'acteurs pour soutenir des actions de soutien à la parentalité. Tout à l'heure, je parlais d'universalité, ça veut dire des actions. On a des dispositifs comme le REAP, qui sont des dispositifs très larges, dans lesquels on peut soutenir des actions qui accompagnent les parents, quels que soient les degrés, l'objectif et la place des parents. Ça peut aller simplement bénéficiaire d'une action jusqu'à une prise d'initiative. Et puis, effectivement, dans le cadre de cette politique, je passe, il y a plusieurs aspects, on pourra y revenir, mais en tout cas, autour de l'école, c'est vrai que c'est une des préoccupations, et notamment la CNAF, depuis plusieurs années, mais là, avec ce fonds parentalité, ça va se préciser, dans le cadre de soutien qui se fait dans le cadre des classes, de l'accompagnement à la scolarité. Alors c'est pour les plus grands, c'est pas pour les maternelles, mais la notion de place des parents est de plus en plus importante. Et aujourd'hui, c'est une condition de financement. Alors qu'avant, les classes étaient financées, il y avait des groupes d'enfants, il y avait de l'accompagnement à la scolarité. Bon. Aujourd'hui, une des conditions, c'est comment, quel lien se fait avec les parents et comment. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une attention particulière. D'un point de vue institutionnel, donc l'État a souhaité mettre, on va dire, davantage de cohérence dans une gouvernance départementale, en demandant aux départements de mettre en place des comités départementaux de soutien à la parentalité, de soutien aux familles. Et donc dans ce cadre-là, la question de la parentalité est posée et mise en regard de la petite enfance, et le schéma est sur l'accueil du jeune enfant, mais plus globalement sur la petite enfance. Et c'est vrai que l'éducation nationale, elle est déjà présente dans l'accueil du jeune enfant, va être fortement invitée à venir réfléchir, parce que l'objectif, c'est aussi ça, c'est profiter d'une gouvernance, on va dire, au niveau départemental et global, pour réfléchir ensemble sur comment travailler, comment définir ensemble, et comment se donner peut-être des moyens supplémentaires ensemble. Voilà. En tout cas, ça met un peu de temps à se mettre en place là, mais l'idée, c'est de pouvoir réfléchir sur les priorités qu'on souhaite se donner au niveau du département et voir comment on peut agir ensemble. Bon, c'est pas très concret ce que je dis, mais
Ça commence à devenir je trouve concret que si, sur les ça tout l'est. petits. Mais oui, ça commence à le devenir sur les tout petits. Ça l'est aussi, je pense, sur la mise en place des dispositifs 2 ans, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi avec les médecins de PMI. Et c'est vrai que ce soit les médecins de PMI, que ce soit toi, Valérie, c'est important de rappeler. Le regard que vous avez nous rappelle que notre regard est incomplet. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, il focalise dans un sens. Et vous nous ramenez, même si on y est bien quand même revenu à cet enfant, vous nous ramenez à cet enfant. Et c'est vrai qu'un petit qui arrive à 2 ans, c'est pas un élève. Et puis à 3 ans, vous croyez que c'en est un d'élève? Bon, on a bien tout ce temps pour le construire. On a tout le cursus maternel pour qu'il le devienne. Et c'est un enfant. Et quand on présentait les programmes avec Nadine, on demandait aux gens on leur demandait s'ils avaient repéré combien de fois le mot élève était prononcé dans ces programmes 2015 et combien de fois le mot enfant était prononcé. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, le mot enfant est largement... Élève, il y est 2 fois. Voilà, élève, c'est 2 fois, et tout le reste, on parle d'enfant. Donc, c'est bien le sens, enfin, ça va dans le même sens, dans cette idée de réfléchir ensemble. On se nourrit, je dirais, les uns des autres. Alors maintenant, après... je ne sais pas comment. Enfin, il y a déjà des actions en tout cas, qui émergent, qui découlent du travail partenarial qu'on conduit. Il y a des actions auxquelles tu as participé, de formation auxquelles tu as participé. Après, il va falloir qu'on trouve des modalités de diffusion ou vers les enseignants, vers l'école, de diffusion de ce travail autour de la parentalité, de ce qu'il est possible de faire, de toute... on l'a fait dans le cadre de la formation pour les enseignants qui travaillent avec les moins de 3 ans. On a fait intervenir les services de PMI, justement. On avait Paul Damy, on avait Corinne Meyer, on avait une autre personne dont j'ai oublié le nom. Psychologue, puéricultrice, médecin de PMI. Donc c'est vrai que c'est un autre regard. On parlait tout à l'heure des histoires de couches. C'est pareil. Alors je dis, nous on a bien avancé dans cette histoire de couches. On a bien avancé. On a convaincu, en tout cas, les 13 enseignants, Audrey là-bas, les 13 enseignants de nos dispositifs, on les a convaincus. Ils étaient convaincus au bout d'1 an parce que cette histoire de propreté s'était réglée très très rapidement. Bon, et en même temps, je me dis qu'il faut aussi convaincre maintenant certains personnels des crèches qui disent que pour aller à l'école, il faut être propre. Vous voyez ce que je veux dire? On a à apprendre chacun de la culture les uns des autres et en même temps, on a chacun à réguler dans nos propres institutions, il me semble. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une réaction dans la salle avant de passer à notre sujet? Parce que peut-être Françoise Normandin voudrait peut-être... Au sujet des... Pardon, Françoise Normandin, donc je travaille avec Nathalie, donc moi je suis médecin départemental de PMI. Un petit mot suite aux expériences effectivement très intéressantes de partenariat que nous avons eues concernant les inflations de savoir, grâce à vous tous, qui nous aidaient à mieux apprendre. On a aussi cette inflation des savoirs sur les domaines de santé. Or, tout le travail d'évaluation nous amène à des savoirs populationnels. C'est-à-dire que du coup, on a désormais un certain nombre de savoirs sur les rythmes du jeune enfant qui sont des savoirs populationnels. Quand on construit un projet pour une collectivité de jeunes enfants, que ce soit un mode d'accueil, que ce soit ensuite dans l'entrée à l'école, on va considérer ce qu'est le fonctionnement du plus grand nombre. Et donc, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Je pense que tout le monde a une idée de comment c'est fabriqué, là, en forme de cloche. Et toute la question, c'est la tolérance à la variabilité individuelle. Plus l'enfant est petit, plus la variabilité individuelle va être grande, du fait de son immersion antérieure dans un milieu X. Et toute la question, du coup, c'est le seuil entre normal et pathologique.
Donc effectivement, nous on est beaucoup interpellés sur ces questions de qu'est-ce qui est à la marge et qu'est-ce qui... Voilà. Bien évidemment, dans un groupe de très petits, un certain nombre de variabilités individuelles sont plus ou moins faciles à tolérer dans le fonctionnement d'un groupe d'enfants. Et il me semble pour le coup, moi je voudrais introduire dans cette réflexion sur la bienveillance la question de la tolérance. Parce qu'il me semble, et que ça ne concerne pas que l'école maternelle, que la diffusion d'un certain nombre de savoirs qui finissent par être extrêmement dogmatiques nous amène à des regards moins tolérants. Voilà, donc c'est juste une réflexion un petit peu générale, mais il me semble que ce repérage de l'immense variété des individus et du coup de leur... de savoir regarder, pour moi, quand j'entends le mot évaluation positive, je suis tout acquise effectivement à ce genre de terme. Nous, on parle beaucoup de prévention prévenante et non pas prédictive. Voilà. Donc il y a une série de postures, de regards, pas toujours facile à avoir tout seul. Moi, personnellement, je serais incapable de rester seule en face d'une bande de jeunes enfants. Les quelques expériences de maman que j'ai eues en allant à l'école, je dis mais comment font-elles ? Voilà. Et je pense que c'est là qu'on peut effectivement s'enrichir de regards qui, on a tous à se sécuriser. On a à sécuriser le jeune enfant, on a à faire alliance avec les parents, mais on a aussi à sécuriser les professionnels pour amener un peu de sérénité dans le fonctionnement quotidien. Bon, je m'excuse, c'est un petit peu philosophique. Mais... Merci de c'est important la philosophie, Françoise. Ça fait du bien. Oui, tout à fait. Donc peut-être une autre intervention. Oui, alors nous avons parlé beaucoup de bienveillance, de climat scolaire, de parentalité, etc. Et donc je pose cette question-là par rapport à une situation que je trouve moins malveillante pour le coup. C'est l'arrivée d'une famille étrangère arrivée en France et sans traducteur à l'école. C'est-à-dire que personne pour expliquer les codes de l'école, la visite on ne se comprend pas, etc. Expliquer, certes on a des brochures nationales là, dans quelques langues, hein, mais et finalement j'ai l'impression que les institutions tournent en rond, chacun se renvoie la balle, c'est-à-dire l'éducation nationale apparemment il n'y a pas de crédit pour les traducteurs, la ville n'en a pas non plus, la préfecture non plus, etc. Donc moi je pense que là il y a une situation de malveillance, j'aimerais savoir, alors j'entends peut-être à la CAF peut-être qu'il y a peut-être une possibilité, etc. Mais là pour moi c'est un vrai souci. Et j'aimerais avoir votre point de vue à chacun là-dessus, chacune pour le coup. Alors, peut-être, oui, j'ai un peu fait comme ça avec la tête, parce que c'est une question qu'on se pose aussi. On a travaillé depuis 1 an et demi, on a essayé de réfléchir en interne pour définir un peu aussi notre politique, parce qu'on travaille mieux avec nos partenaires quand on est clair avec ce qu'on veut faire. Donc on a d'abord travaillé sur un schéma interne, et parmi les priorités qu'on s'est données, c'était travailler sur la question de la multiculturalité. Alors, n'y voyez pas une position, on emploie ce terme, on essaye d'être pour l'instant le plus neutre possible. On n'a pas pris parti pour interculturel, multiculturel ou autre. C'est la situation de fait avec des parents d'origines différentes, de modèles éducatifs différents, etc. Et la question, effectivement, de la langue et de la traduction, que ce soit pour exprimer un certain nombre de choses, pour échanger, puisque le principe, en tout cas parmi nous, nos principes, c'est de partir des potentiels des parents et de faire en sorte qu'ils puissent, à travers les actions qui sont proposées, des échanges, etc. Bon, c'est pas la seule, mais le principe de départ, c'est pouvoir se comprendre et pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, je peux pas, il n'y a absolument rien de décidé, et c'est bien, on est encore très en amont, mais c'est effectivement une des questions qui se pose et bon, qu'on va essayer de réfléchir. Et peut-être même d'ailleurs, dans le cadre, ce qui serait beaucoup plus intéressant d'ailleurs, dans le cadre partenarial, départemental peut-être, parce que c'est vraiment une question fondamentale, c'est sûr.
Alors moi, j'en profite pour rebondir sur ce problème de rencontre avec les parents, qui est là dans un problème de langue, mais je crois qu'on l'a pu le dire tout à l'heure, n'est pas toujours qu'un problème de langue, parce qu'effectivement, de mon expérience personnelle sur le terrain, pour avoir rencontré à la fois, être interpellée à la fois par l'école à propos d'un enfant et avoir pu échanger, et avoir rencontré des fois le parent ou connaître le parent, la famille déjà avant, de voir à quel point le dialogue ne se fait pas et sans rejeter la faute sur qui que ce soit, parce que les parents eux-mêmes ne s'autorisent pas souvent à communiquer avec quelque chose qui pense de très institutionnel. Moi, je suis surprise parfois de voir des inquiétudes sur des enfants être interpellés par l'école et finalement connaître les parents ou rencontrer les parents et me dire mais il y a une prise en charge orthophonique, on a fait ça, on a vu le psychologue et pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'école? Et alors là, voilà. Donc je pense qu'il y a un moment aussi où cette communication, alors la langue là, c'est un obstacle supplémentaire effectivement, mais il y a la langue, la façon de communiquer aussi de façon institutionnelle. Et ce temps qui ne s'autorise pas peut-être parce qu'on n'est pas donné, il faut se donner ce moyen de rentrer en relation, de donner les conditions à cette relation qui n'est pas évidente, de la disponibilité des parents et des contraintes à l'école, mais de montrer aussi aux parents qu'il faut qu'ils échangent sur leur enfant et que les informations qu'ils peuvent donner sur leur enfant va contribuer à son bien-être à l'école et d'aller chercher l'information auprès des parents sans être intrusif dans leur vie, mais pour leur recentrer et pour leur expliquer que c'est dans l'intérêt de leur enfant. Parce que quand des parents ne voient pas n'ont pas pensé à dire qu'effectivement il était suivi par l'orthophoniste ou par l'orthoptiste ou qu'il y avait quelque chose dans la famille important, ils n'y voient pas, ils ne perçoivent pas l'intérêt et ce que ça va engendrer sur l'école, les étiquettes qui peuvent être posées, les jugements, hein, parce que même si on s'en empêche, il peut y en avoir. Un parent qui communique pas, qui dit rien, on se dit il s'en fiche, enfin tout ça. Donc je pense que d'arriver à créer on arrive à des équipes éducatives, puisque nous on est effectivement interpellés à ce moment-là souvent sur l'équipe éducative, avec effectivement voire une incompréhension de la situation, parce que aucune information n'a pu s'échanger. Mais là encore, je pense que tout le monde doit parents, enseignants et même nous en tant qu'intermédiaires doivent se questionner là-dessus, essayer de favoriser cet échange, parce qu'il y a beaucoup à perdre pour l'enfant quand on ne peut pas effectivement, et le soutien à la parentalité doit être aussi au niveau de l'école, et pour ça il faut pouvoir un peu échanger avec ces familles. Alors, je vais être un peu frustrante, mais je vois bien qu'il y a plein de gens qui ont envie de parler. Je vous signale qu'on a déjà un petit peu débordé, donc on va se donner encore 8-10 minutes. Donc, je prends encore quelques questions. Là, j'ai vu qu'on va encore échanger un petit temps, mais après, il faudra se quitter à un moment donné. Bonjour, moi je suis psychologue scolaire, donc sur Pessac. Et donc d'abord, j'apprécie beaucoup tout ce qui est organisé là sur cette semaine de la maternelle. Je trouve ça une très bonne idée. L'idée du travail en partenariat, effectivement, je trouve que ça élargit, ce que disait Madame Pally, ça élargit vraiment l'école. Alors, par rapport à ce que vous disiez là sur les enfants étrangers qui arrivent, sur Pessac, il existe dans les quartiers un peu plus sensibles ce qu'on appelle le PRE, qui réunit justement des acteurs sociaux, médicaux, etc. Et par eux, on a pu avoir, nous, des fois des interprètes qui ont pu... voilà. Après, sur le sujet de la bienveillance, je trouve important de dire que la bienveillance, elle doit être générale, c'est-à-dire pour l'enfant, mais pour les adultes, donc ce que vient de dire Madame Leroy, les familles, mais aussi ce que dit le médecin pour les enseignants. Et l'idée de la formation, effectivement, moi je trouve très important de travailler, je pense... quand je vois certaines réunions où les enseignants peuvent rencontrer des familles et où à la fois il y a maltraitance, je trouve, de la part des familles vis-à-vis des enseignants et en retour de la part des enseignants vis-à-vis des familles. Il y a une incompréhension
Et il y a tout un travail de professionnalisation de ces rencontres de la part des enseignants qui ont appris, eux, bien sûr, à travailler avec les enfants. Sauf que le travail, à un moment donné, il devient aussi le travail avec les familles. Et ce pôle-là, il y a un fossé. Tout à l'heure, quelqu'un disait un précipice, je crois. C'est vraiment flagrant. Alors, nous, à l'école, les psychologues, c'est vrai qu'on fait partie aussi de ce travail partenarial parce qu'on va accueillir les familles et où on va parfois évoquer les difficultés, mais sur le versant très difficile de la difficulté. Et là aussi, c'est compliqué. Il y a tout ce pôle-là qui est difficile. Et je finirai juste, après j'arrête, sur le rythme. Parce que moi, je suis un peu navrée de voir que la sieste n'est pas évaluée en fonction du besoin qu'ont les enfants, certains enfants, de faire la sieste, mais définie à la Toussaint. Alors, chez nous, c'est à la Toussaint en moyenne section. Ils arrêtent de faire la sieste. Voilà. Donc, qu'ils soient nés en décembre ou en janvier. Ah, ça a changé. Ah bon, pardon. Bonjour, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Leroy sur la confiance réciproque en fait entre enseignants et parents, qui est fondamentale pour faire grandir les élèves, les enfants qu'on confie. Et j'avais une remarque un petit peu à faire par rapport à la bienveillance envers l'enfant et l'adulte, et aussi l'exigence de sécurité qu'on nous impose. D'autant plus depuis les attentats, mais même avant, avec les commissions de sécurité, etc., qui nous demandent de ne plus faire rentrer les enfants dans les écoles. Alors, les parents, excusez-moi. les parents dans les écoles, donc on a des problèmes justement pour créer ce lien, etc. Et donc, comment concilier, alors à part en faisant des réunions le soir avec les parents, mais on sait très bien que c'est plutôt ceux qui nous ressemblent, comme dirait Madame Pali, qui vont venir et pas ceux qui en auraient besoin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment concilier ces deux problématiques de sécurité en disant on ne fait plus rentrer les parents dans les écoles et la bienveillance qui voudrait qu'on puisse discuter avec? Je pense qu'il y a une réponse en dessous. Moi, j'ai une réponse toute faite. C'est qu'on est forcément hors la loi. Et puis c'est tout, parce que si on ne prend pas des décisions à un moment donné. Moi, je me présente, je suis juste directrice d'école maternelle au centre de Mérignac. Voilà. Et donc, le nombre de fois où je me mets hors la loi, où les enseignantes se mettent hors la loi, forcément, il y en a. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et que si on veut que les parents rentrent dans l'école, ce que je trouve quand même excessivement important, parce qu'en plus, avec la réforme des rythmes, on les voit quand même beaucoup moins. On les voit le matin, mais ce n'est pas franchement le matin qu'on a beaucoup de temps. Donc sinon, il faut les voir en individuel. Eh bien, il faut qu'ils puissent rentrer dans l'école, ça c'est sûr. Mais on prend des risques. Moi, je voudrais juste, ça sera peut-être une conclusion, je ne sais pas, j'ai des questions qui concernent tout le monde, ou des remarques qui concernent tout le monde. Notre métier devient difficile, oui, parce qu'il faut faire attention à chacun, et en même temps, gérer la sécurité et le bien-être de tous. Et ça, c'est excessivement compliqué. Parce qu'on a des enfants, handicapés, oui, donc qui nécessitent quand même une attention particulière. On a des enfants qui ne sont pas forcément handicapés, mais qui ont des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage, des réactions de violence, et pour lesquels il faut être aussi très très disponible. Donc au quotidien, c'est quand même excessivement difficile de gérer tout ça, même si c'est un métier passionnant. Ce que je voulais dire, c'est que le travail en partenariat, oui, moi j'y crois beaucoup. Avec les parents, ça c'est évident. Ce qui est compliqué, c'est, même si on leur tend la main, c'est de pouvoir créer ce climat de confiance. Nous, on avait fait une expérience il y a quelques années dans l'école, qu'on a fait pendant 3-4 ans, puis qu'on a arrêté. On avait créé une fois par an une espèce de petit forum où on accueillait des spécialistes pour parler, je ne sais pas moi, de l'autorité, entre guillemets, des écrans à la maison, etc. Et on a fini par arrêter parce qu'on a fini avec 4 ou 5 parents. Donc ça, c'est vraiment compliqué de pouvoir mobiliser toutes les familles et de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe dans les familles, parce qu'il y a quand même un recul de certaines familles par rapport à l'école. Mais on arrive quand même à établir une communication. Moi, pour parler de bienveillance, oui, je crois beaucoup à la bienveillance, mais bienveillance, pour moi, ça veut dire aussi une exigence
une exigence, je veux dire, de comportement et une exigence intellectuelle pour que les enfants apprennent. Et je crois que cette exigence, ça peut faire partie de la bienveillance, mais je ne suis pas sûre que tout le monde pense que ça en fait partie. Donc, pour moi, bienveillance, oui, mais avec une exigence vis-à-vis de l'individu pour qu'il ait une image de lui aussi, qu'il puisse se transformer, qu'il ait une image de lui qui lui permette de voir qu'il a avancé, qu'il a progressé. Je voudrais juste parler des coins-jeux. Je suis vraiment stupéfaite d'entendre que dans des écoles, il n'y avait plus de coins-jeux. Et en ça, c'est un peu le problème de notre métier. C'est moi je suis dans mon école, je suis directrice d'école, je passe 11 heures par jour dans mon école, et je ne vois pas ce qui se passe ailleurs. On n'a jamais aucun regard sur ce qui se passe ailleurs. Même dans sa propre école, on n'a pas le temps, et on n'a pas de temps pour aller voir, pour dire, tiens, ben oui, je vais observer ce gamin dans ta classe, ça pourrait être intéressant. Ou ce groupe d'enfants dans ta classe, ça pourrait être intéressant. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai travaillé dans une école pendant très longtemps où on avait cette possibilité d'observer des situations de classe. Et franchement, on a appris. Moi, j'ai beaucoup appris là-dedans. Comment ? C'était quand même un contexte très, très particulier. Ouais, bon, je vais pas m'arrêter à ça. Je voudrais parler de l'école de la prévention. Pour moi, la maternelle, c'est aussi une école de prévention. C'est-à-dire qu'on voit arriver des enfants qui peuvent être en souffrance, qui peuvent être maltraités, mais aussi en souffrance, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ou qui ont des difficultés particulières, mais qui n'ont jamais été, je veux dire, notés par les parents, parce que quelquefois, c'est leur premier enfant, qui n'ont pas de point de comparaison, tout simplement. Et que nous, on est aussi là pour discuter, évidemment, avec eux. Et qu'on a moi, en tant que directrice, j'ai un travail de bon sens vis-à-vis des parents, de parentalité, qui je pense, est énorme. Et par rapport à l'école de la prévention, moi, j'y crois énormément. Je crois qu'il faut vraiment dire les choses, on en a parlé quand même aujourd'hui, que les choses soient transparentes, sans dramatiser, en disant qu'il y a vraiment vraiment que les choses peuvent évidemment avancer, s'améliorer, tant mieux, mais que quand même, il faut prendre en compte certaines difficultés et réagir quand il est temps de réagir. Et par rapport à ça, moi je fais beaucoup d'équipes éducatives, vous parlez de PMI, oui, c'est un partenariat important, mais nous à Mérignac, par exemple, le matin, on ne peut plus téléphoner à la PMI. On a reçu une note il y a 2 ans disant que ce n'était même pas la peine de téléphoner à la PMI le matin, parce que de toute façon, il n'y aura personne pour nous et qu'ils ne viendront plus assister aux équipes éducatives. Alors on fait comment ? Voilà, ça c'est une question qui pose quand même problème. Ça c'est dit, voilà, et c'est terminé. Donc moi j'arrive au bout de ma carrière là, et j'ai vu l'école maternelle se transformer en passant par de l'école élémentaire et tout, et je suis ravie des programmes qui viennent sortir, bien entendu. Mais je crois que quand on parle de jeux, on parle de différents types de jeux qu'il faut en être bien conscient dans les classes, et qu'il y a des jeux pour des apprentissages différents dans les classes. Et qu'il ne faut pas faire, tout d'un coup, se dire à un maître, je vais mettre que des ateliers autonomes Montessori. Ça, c'est la conclusion. Bon, j'avais prévenu que j'allais être vilaine, il est 18h30, donc il va falloir malheureusement conclure. Moi, je veux juste un petit mot parce que avant que peut-être Madame Leloup nous donne quelques mots de conclusion aussi. Juste pour pas rester sur une note technocratique, parce que vous l'avez bien dit, on parle de parentalité parce qu'on fait des raccourcis, parce que ce sont les politiques publiques qui sont déterminées comme ça aujourd'hui. Mais je crois que l'idée de travailler de façon partenariale et de se mettre d'accord ensemble, c'est justement pour repartir des choses du bon sens, des choses que vous faites déjà pour un certain nombre, et de se poser ensemble les questions pour améliorer. Mais des choses qui sont... On pourrait parler d'accompagner des parents, par exemple, ou le travail avec les parents serait plus adapté certainement. Alors c'est vrai qu'on a pris... Même quand on n'est pas en accord avec cette terminologie, on finit par l'adopter par... voilà, peut-être... Bon, bref. Moi, je le reprends parce que les politiques de la CAF, c'est comme ça qu'elles sont déterminées. Mais vraiment, j'insiste, effectivement, la question de la parentalité, c'est pas ça. La question, c'est les parents et le lien entre parents et les enfants et l'ensemble des professionnels pour que l'enfant grandisse, quoi. Et je crois qu'il faut revenir plutôt à ça, quoi. Je ne sais pas. Non, mais après, sur le fait effectivement de devoir dire les choses aux parents et d'être transparent, effectivement, après, on sait très bien que nous, on a le même problème, même quand on est interpellé.
que les parents se rendent disponibles ou soient disponibles, ça prend du temps. Il faut aussi arriver à un moment pouvoir les voir pour les interroger sur savoir ce qu'ils pensent de leur enfant, pour leur laisser la possibilité, parce qu'autrement c'est très difficile pour un parent d'entendre quelque chose, se rendre compte que l'école, plein de parents ne savent pas ce qui se passe, ou voilà, il y a une rupture quand même à l'entrée à l'école maternelle aussi pour certains parents, soit l'enfant est à la maison, soit en mode d'accueil où il y avait un lien qui était plus important. Les nouveaux rythmes scolaires font qu'en plus les parents voient de moins en moins les enseignants parce que l'enfant passe de l'école au temps périscolaire, à l'accueil périscolaire, et donc l'enfant est repris par ses parents sans avoir vu l'enseignant des fois ni le matin ni le soir. Mais de toute façon, ça prend du temps et il n'y a pas de recette miracle. Nous ne l'avons pas non plus. Voilà, on sait que ça prend du temps. On ne va pas terminer sur une note triste quand même, Madame Leloup, s'il vous plaît. Non, moi, vous savez, je vais conclure. Je vous ferai un petit aparté sur votre question. Je crois que Monsieur Sauvager doit une réponse particulière. Non, simplement, en conclusion, moi, je voudrais reprendre des mots-clés, finalement, que vous avez dit, parce que finalement, la conclusion vous appartient d'une certaine manière. Alors, je vais vous dire ce que j'ai noté dans ce que vous venez de dire, là. Bienveillance pour les enfants, les parents, les enseignants. Passage d'une école définie par les normes à une école définie par sa capacité à s'adapter aux besoins d'enfants différents. Bienveillance et exigence, bienveillance et prévention, ou on pourrait presque dire prévention incluse dans bienveillance. Et puis, je pense que également formation. Parce que quand vous dites, madame, on n'a pas de regard sur ce qui se passe ailleurs, ça interroge aussi nos organisations, nos modalités de formation. La formation, peut-être que c'est pas toujours quelque chose de descendant, même si le descendant apporte des informations pour le coup, mais que la formation, c'est une mutualisation, un partage, de pratiques, d'expériences qu'on peut, interroger, questionner, et à partir desquelles on peut trouver des pistes pour améliorer les uns avec les autres ces pratiques, nos pratiques. Voilà. C'est le mot de la fin. Un grand merci, vraiment. Merci à tous les intervenants et merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette longue journée pour certains. Très longue journée, mais merci en tout cas de votre soutien.